Après la prise de Berlin, les troupes de l'armée rouge s'emparèrent de ce qui restait dans le secteur du Führerbunker, notamment des fragments de mâchoires et de dents d'Adolf Hitler, qui servirent ensuite à confirmer le fait de sa mort. En 2018, à la suite d'analyses effectuées à partir de la documentation dentaire et de radiographie de l'époque, l'authenticité de ces restes fut officiellement confirmée. Ils sont aujourd'hui encore conservés dans les archives russes comme l'une des preuves matérielles les plus importantes concernant les derniers instants du dirigeant du Troisième Reich. À Munich, dans l'appartement de 8 pièces qu'occupait Hitler au 16 Prinzregentenplatz, les soldats américains découvrirent des intérieurs presque intacts. Les autorités bavaroises, craignant que le lieu ne devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants de l'idéologie nazie, en prirent possession et y installèrent un commissariat de police qui fonctionne sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Dans la résidence alpine du Berghof, située à Obersalzberg, les derniers mois de la guerre provoquèrent des destructions dues aux bombardements. Après le départ des troupes, l'édifice fut pillé aussi bien par les soldats que par les habitants de la région. En 1952, les ruines furent démantelées à l'initiative des autorités, afin d'éviter que l'endroit ne devienne un lieu de culte à la mémoire de Hitler. La partie la plus précieuse du patrimoine du dictateur était constituée par d'immenses collections d'œuvres d'art, rassemblées en vue de la création du musée projeté à Linz. Découvertes dans de nombreuses caches, notamment dans la célèbre mine de sel d'Altaussi, elles furent transférées au Central Collecting Point de Munich, installé dans les anciens bâtiments du NSDAP. On y procéda à l'enregistrement, à la documentation et à la préparation en vue de la restitution des œuvres spoliées par les nazis. Jusqu'en 1949, environ 90 à 95% des biens furent restitués aux États et aux propriétaires privés, bien que certains litiges se soient prolongés durant des décennies. Certains objets liés à Hitler demeurent conservés par des institutions publiques. La Russie garde les restes et documents saisis à Berlin, tandis qu'aux États-Unis, dans les dépôts fermés du Center of Military History, subsiste une petite collection d'art de propagande nazie, comprenant notamment des aquarelles réalisées par le jeune Hitler qui ne sont pratiquement jamais exposées au public. Objet personnel, Hitler s'efforçait de se présenter comme un homme simple et modeste, mais en réalité, il appréciait le luxe. Ses nombreuses propriétés en témoignaient, notamment la résidence du Berghof ou l'appartement de Munich, où les forces alliées retrouvèrent après-guerre une immense quantité d'objets. Aujourd'hui, beaucoup sont désignés sous le terme de « souvenirs ». Au cours des décennies suivantes, des objets attribués à Hitler, de la vaisselle et des éléments du mobilier du Berghof jusqu'au mobilier de bureau, entrèrent dans des musées, des archives ou des collections privées. Leur provenance était parfois douteuse ou fit l'objet d'études approfondies. Le statut juridique du patrimoine d'Hitler compliqua encore le sort de ces objets personnels. Dans son testament rédigé le 29 avril 1945, Hitler tenta de répartir ses biens, désignant Martin Bormann comme exécuteur testamentaire. Mais la dissolution du NSDAP et l'occupation alliée de l'Allemagne rendirent impossible l'exécution de ces dispositions. Dans la pratique administrative d'après-guerre, on adopta de plus en plus l'idée que les biens liés à Hitler, situés en Bavière, relevaient du contrôle de l'État. Le Land libre de Bavière devint de facto l'héritier juridique des droits et actifs essentiels d'Hitler, y compris les droits d'auteur sur Mein Kampf en Allemagne. Ces droits furent utilisés pour bloquer toute réédition jusqu'à l'expiration de la protection en 2015. En conséquence, les archives et institutions publiques bavaroises prirent possession de documents et autres souvenirs d'Hitler. C'est le cas, par exemple, des archives principales de Bavière, qui conservent notamment son contrat de location de l'appartement de Munich et un fonds catalogué Nachlass Adolf Hitler, comprenant des documents personnels, des photographies, des notes et des esquisses. La vente de tels artefacts par des maisons de vente comme l'américaine Alexander Historical Auctions suscita fréquemment les critiques d'organisations juives et d'historiens. La montre aux initiales et à la svastika, il s'agit d'une montre-bracelet rectangulaire réversible en or jaune, sertie d'or blanc, assemblée au début des années 1930 par la maison munichoise Andreas Huber, équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel Lecoultre. Le cadran noir, signé Huber, comporte des index en or appliqué et un petit cadran de seconde à 6 heures. En retournant le boîtier, apparaît une gravure polychrome émaillée. Un aigle du Reich surplombant une svastika inclinée, entourée d'une couronne de feuilles de chêne,
accompagné des initiales AH et de 3 dates correspondant à la naissance d'Adolf Hitler, à sa nomination comme chancelier du Reich et aux élections de mars 1933. Le boîtier porte à la fois des poinçons suisses et allemands, ainsi que divers numéros de série, pratique courante à l'époque. Le boîtier était fabriqué en Suisse, puis le montage réalisé par Huber en Allemagne. Selon le catalogue de vente et les lettres jointes, la montre aurait été offerte à Hitler par des responsables du parti aux alentours du 20 avril 1933. Puis, le 4 mai 1945, emporté comme butin de guerre par des soldats de la 2e division blindée française du général Philippe Leclerc après leur arrivée à Berchtesgaden. Il est indiqué que le premier propriétaire après-guerre fut le sergent Robert Mignot et que la montre resta entre les mains de sa famille pendant plusieurs décennies avant d'être mise en vente. La provenance insiste sur l'arrivée des troupes françaises avant les unités américaines, sur le temps dont elles disposèrent pour fouiller le Berghof et le complexe du Kehlsteinhaus, ainsi que sur la chaîne de possession ininterrompue attestée par les témoignages familiaux et une déclaration écrite de la fille de Mignot. Après-guerre, la montre passa du domaine privé au marché des enchères, devenant l'un des artefacts personnels les plus controversés de l'Allemagne nazie proposés au public. En juillet 2022, la maison Alexander Historical Auctions du Maryland l'a mit en vente comme un modèle réversible Andreas Huber, malgré les protestations d'organisations juives, affirmant que ce type de vente banalise la souffrance des victimes et alimente la nostalgie dans les milieux d'extrême droite. La montre fut adjugée à un acheteur anonyme pour environ 1 million de dollars. Les médias soulignèrent particulièrement la gravure au revers, avec la svastika, l'aigle et le monogramme AH, ainsi que l'affirmation qu'elle avait été saisie par un soldat français en 1945. Le catalogue de vente citait des expertises sur le mécanisme et la qualité de la gravure, mais certains horlogers et historiens mirent en doute certains éléments d'attribution et de description, en relevant notamment la configuration particulière de la montre et le manque de photographies d'époque confirmant que Hitler l'avait réellement portée. Téléphone offert à Hitler. Il s'agit d'un appareil téléphonique de bureau avec un boîtier en bakélite qui, selon les témoignages, aurait été remis à Adolf Hitler par des officiers supérieurs de la Wehrmacht à la fin des années 30. L'appareil se distingue par son vernis rouge profond, rappelant le décor de la chancellerie du Reich, ainsi que par des éléments en laiton gravés du nom Adolf Hitler et de l'emblème du Troisième Reich avec l'aigle. L'intérieur de l'appareil, câblage, mécanismes et composants, correspond à la production des usines allemandes des années 1938-1939 et de petites marques de montage indiquent que l'installation a été réalisée par un technicien lié au réseau de communication gouvernemental. Le téléphone fut retrouvé dans les ruines de Berlin, très probablement dans un poste de commandement détruit à proximité du Führerbunker. Selon diverses sources, il serait passé entre les mains d'un officier des forces d'occupation, soviétiques ou américains selon les récits, avant d'entrer dans une collection privée ou d'avoir été conservé quelque temps dans un musée de campagne pour réapparaître des années plus tard sur le marché des antiquités. L'histoire de son parcours après-guerre est largement abordée dans les publications consacrées à la culture matérielle du Troisième Reich, bien que certains historiens contestent certains éléments, notamment les détails relatifs à sa saisie et à son transport depuis Berlin. Le boîtier du téléphone porte des traces évidentes d'usage, éclats, fissures et craquelures du vernis, conformes à une exploitation dans des conditions difficiles. Les experts qui ont étudié le combiné soulignent l'usure autour de l'écouteur et du microphone, ce qui confirme un usage intensif pendant la guerre. Malgré des interventions de conservation destinées à protéger les parties fragiles, une grande partie de la patine d'origine a été préservée. Après la guerre, le téléphone fut occasionnellement présenté dans des expositions consacrées à la Seconde Guerre mondiale, généralement aux côtés d'autres objets personnels, supposément issus des bureaux et bunkers des dirigeants nazis. Il était souvent associé à des objets du quotidien, tels que des uniformes, des instruments d'écriture ou des fragments de mobilier, afin de montrer que les mécanismes de la dictature reposaient à la fois sur de grands gestes et sur des outils apparemment ordinaires. Au XXIe siècle, le téléphone fut proposé lors d'une vente aux enchères retentissantes, suscitant un débat sur sa valeur, l'authenticité de sa provenance et l'éthique du commerce des artefacts liés au nazisme.
En 2017, il fut vendu pour environ 243 000 $. Les catalogues de vente et les articles de presse mettaient en avant à la fois des caractéristiques matérielles attestant de son authenticité et des lacunes dans la documentation, ce qui déclencha une réflexion sur la manière et même l'opportunité de collectionner, de vendre et d'exposer de tels objets. Certains musées décidèrent de l'intégrer à leur collection en l'exposant dans un cadre strictement historique et critique, tandis que d'autres refusèrent de l'accueillir. Lingerie et vêtements. Lors de fouilles dans le jardin de la chancellerie du Reich, le 11 décembre 1945, les représentants alliés notèrent la découverte de 2 chapeaux identifiés comme appartenant à Hitler, ainsi que de sous-vêtements marqués des initiales d'Eva Braun. Pendant un demi-siècle, les collections soviétiques façonnèrent l'image publique des traces matérielles laissées par Adolf Hitler. Le musée central des forces armées à Moscou exposait périodiquement une veste d'uniforme, un pantalon et des chaussures censés avoir été pris dans le bunker berlinois, tandis que d'autres éléments vestimentaires restaient en réserve. Cela confirme que la majorité des vêtements liés aux derniers jours de Hitler intégrèrent des collections publiques plutôt que de tomber dans des mains privées. Ces expositions faisaient partie d'un système plus vaste et bien documenté de brigades de trophées soviétiques qui, après la guerre, emportaient d'Allemagne à la fois des biens culturels et des objets personnels. Cela explique pourquoi les vêtements et chaussures associés au bunker furent placés dans des vitrines moscovites, au lieu de circuler sur le marché de collection en Occident. En dehors des archives officielles, des éléments de garde-robe intime attribués à Hitler et à Eva Braun devinrent l'objet d'une fascination d'après-guerre et de ventes occasionnelles. La presse et les catalogues de vente mentionnaient notamment des caleçons blancs en lin brodé des initiales A.H., prétendument laissés en 1938 au Parc Hôtel Graz, vendus en 2017 pour une somme allant de 5 000 à 9 200 $, ainsi que des culottes en dentelle monogrammées Braun, apparus à plusieurs reprises lors de ventes spécialisées. Ces exemples montrent que la lingerie, en raison de son caractère extrêmement personnel et quotidien, suscite un intérêt disproportionné. Peinture et dessin. Hitler était passionné d'art, mais dans ce cas, il s'agit de ses propres œuvres. Presque tout le monde connaît l'anecdote selon laquelle l'ancien dictateur du Reich fut refusé par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. De nombreuses toiles attribuées à Adolf Hitler furent saisies par les forces alliées, en particulier par des unités de l'armée des États-Unis, et restent encore aujourd'hui la propriété des gouvernements, inaccessibles tant au public qu'au marché. Dans les premières décennies d'après-guerre, les originaux se trouvaient dans les mains de collectionneurs privés, tels que Samuel Morgenstern, l'un des premiers mécènes viennois de Hitler, mais le sort ultérieur de la plupart de ces œuvres demeure mal documenté. Le marché des enchères d'œuvres attribuées à Hitler a gagné en importance au XXIe siècle. En 2009, à Shropshire, la maison de vente Mulox céda 15 tableaux pour un montant total d'environ 102 000 $ américains. Et lors d'une autre transaction, 13 œuvres atteignirent une somme dépassant les 100 000 €. Les années 2010 virent une nette intensification de ce segment. En novembre 2014, une aquarelle de 1914 intitulée Standsamt München fut vendue à Nuremberg pour environ 160 et 1 000 $ américains, probablement en raison de l'inclusion d'un reçu de vente et d'une lettre signée par Albert Bormann. En 2015, la maison Weidler à Nuremberg mit aux enchères une collection de 14 aquarelles et dessins comprenant des paysages, des vues architecturales, un nu féminin et une nature morte florale. L'ensemble atteignit près de 450 000 $ américains. Parmi les œuvres vendues, une aquarelle représentant le château de Neuschwanstein fut acquise par un acheteur chinois pour environ 120 000 $ américains, tandis qu'une nature morte florale fut cédée pour environ 86 700 $ américains. Parallèlement, de sérieux doutes surgissaient quant à l'authenticité de nombreuses pièces proposées. En janvier 2019, la police allemande saisit 3 paysages signés A. Hitler dans une maison de vente berlinoise en raison de fortes suspicions de contrefaçon. Les experts avertissent depuis longtemps qu'une part importante des œuvres en circulation pourrait être des faux. Même des collectionneurs réputés, tels que Henry Tin ou Billy Price, qui avaient constitué d'importantes collections au milieu du XXe siècle, ont pu acquérir inconsciemment des pièces falsifiées.